Quand un médecin décide de tuer, c'est toujours des affaires très compliquées à résoudre. Et on parle pas d'un simple tueur au couteau, mais d'un homme qui maîtrise tous les secrets du corps humain et avec une simple piqûre, ce médecin est capable de tuer n'importe qui sans laisser aucune trace. C'est exactement ce que va faire le docteur Dieter Krombach qui va tuer plusieurs personnes sans jamais être inculpé pour ses crimes. Une histoire incroyable qui va même créer un incident diplomatique entre la France et l'Allemagne. Sur le papier, Dieter Krombach est un homme parfait. Un gagnant, comme lui et Macron aiment se nommer. Né le 5 mai 1935 d'un père conseiller du gouvernement allemand, dès son plus jeune âge, il fait preuve d'une intelligence incroyable. Et il devient très vite cardiologue. L'homme est blond, toujours bien habillé, cultivé, charmant. C'est le rêve de toutes les femmes de l'époque, un médecin romantique. Problème, Dieter préfère les femmes jeunes, très jeune même. En 1963, alors qu'il est jeune médecin interne de 28 ans à l'hôpital, il commence une relation avec Monika Hens, une adolescente de 15 ans avec qui il va se marier la même année malgré qu'il a quasiment le double de son âge. Elle a 15 ans, il a 28 ans. Avec elle, il aura 2 enfants et leur mariage va s'arrêter d'un coup au bout de 9 ans. De manière assez mystérieuse. En octobre 1969, Monika n'a que 24 ans quand elle meurt d'une maladie. La mort de Monika est assez bizarre. Elle était en bonne santé, d'un coup elle se retrouve clouée au lit, quasiment paralysée, et même avant de mourir, il y a 3 éléments qui rajoutent encore plus de soupçons dans ce décès. Le premier élément, c'est que Dieter Krombach est un docteur, c'est un cardiologue et il aurait pu manipuler certaines substances pour se débarrasser de sa femme, peut-être devenue trop vieille à son goût. Claude François, il avait dit qu'une femme, après 18 ans, c'était déjà périmé. Le deuxième élément, c'est que la mort de Monika arrive à un moment où dans le couple, ça n'allait plus trop. Et Dieter, il avait déjà cassé la gueule plusieurs fois à sa femme avant qu'elle ne meure. À une certaine époque, dans les années 70, taper sa femme, c'était monnaie courante. Aujourd'hui, tant mieux que ça n'est plus le cas. Et le troisième élément, celui qui a le plus choqué les proches de Monika, c'est que Dieter Krombach, 10 mois après la mort de sa femme, il n'était pas en deuil, il était déjà remarié et il avait déménagé sous le soleil marocain avec sa nouvelle femme. Face à tous ces éléments qui sont suspects, il y a quand même une enquête, un début d'enquête qui est démarré. Mais bon, cette enquête, elle est vite arrêtée par le bureau du procureur général. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est une mort naturelle et n'embêtez pas ce bon vieux docteur. Et c'est peut-être ça aussi qui va pousser le docteur à réutiliser la même méthode quelques temps plus tard. Dieter est un homme à femme. Et son deuxième mariage ne va pas durer très longtemps. Il retourne en Allemagne et jusqu'en 1974, il se console avec des aventures à droite et à gauche. Quand on est beau et quand on est médecin, on peut enchaîner les relations. Alors que youtubeur Trouka, il m'a 2000 abonnés. Bon bah voilà, j'aurais peut-être dû faire médecine, ça m'aurait aidé au moins dans d'autres aspects, mis à part l'aspect financier. En 1974, le docteur Krombach va enfin rencontrer la femme qui va bouleverser sa vie. Une Française du nom de Danielle Gonin. Et dès qu'il la voit, le temps s'arrête, c'est un coup de foudre. Et c'est une nouvelle voisine qui vient d'emménager dans le quartier. Et Dieter Krombach, il met le paquet pour la séduire. Déclaration d'amour, poèmes, bouquet de fleurs, cadeaux, il donne tout. Il donne tout, mais il sait que Danielle Gonin n'est pas une femme disponible. Elle est mariée et elle vit avec un homme qui s'appelle André Bamberski. Et André Bamberski, vous allez voir que ça va devenir le cauchemar du docteur Dieter Krombach. En tout cas, André et Danielle Gonin, ils ont 2 enfants ensemble, Kalinka et Nicolas. Mais rappelez-vous d'une chose, c'est que le docteur Dieter Krombach, c'est un gagnant. Et Danielle Gonin va succomber à ses avances. Quand André Bamberski il voit que sa femme elle commence, sa relation avec le voisin, ça commence à sentir le vinaigre, comme on dit, il décide de déménager pour sauver son couple. Et il décide de repartir en France avec sa femme et ses 2 enfants. Et une fois installé près de Toulouse, André se dit, cette fois-ci qu'il est tranquille, il a permis de sauver son couple en éloignant la concurrence. Il a réussi à garder sa femme des griffes du docteur Krombach. Mais Dieter Krombach, je vous ai dit, c'est un gagnant. Il n'abandonne jamais et il va jusqu'à Toulouse pour dire à Danielle que c'est la femme de sa vie, qu'il ne la quittera jamais. Et c'est sans aucun scrupule que le docteur arrive à voler la femme d'André en 1977. Danielle se sépare de son mari avec qui elle avait 2 enfants. Il y a un voisin qui arrive, qui a réussi à la séduire. Elle se sépare. Le couple c'est fini et Danielle, elle se sauve dans les bras du docteur Dieter Krombach. Et j'aimerais vous dire de laisser les femmes mariées tranquilles. Il y a assez de femmes célibataires sur le marché français et allemand.
En tout cas, André Bamberski a tout perdu ce jour-là, car Danielle prend ses 2 enfants avec elle et s'installe avec son nouveau mari à Lindo, une ville proche de la frontière allemande, suisse et autrichienne. Daniel Gonin aurait peut-être dû se méfier de ce docteur un peu trop parfait qui s'est marié avec une gamine de 15 ans. Surtout que Danielle avait avec elle Kalinka, sa fille de 14 ans. Vous commencez à voir le problème, c'est qu'elle, elle a une fille de 14 ans, lui, il s'est marié la première fois avec une fille de 15 ans. L'écart n'est pas si grand. Après s'être fait voler sa femme et sa vie de famille, André ne va pas se laisser faire. Il a perdu sa femme, mais il peut potentiellement récupérer la garde de ses enfants. Une bataille judiciaire de plusieurs années va commencer entre André Bamberski et Daniel Gonin sur qui gardera les enfants. Et moi, si j'étais juge, j'aurais vite tranché. C'est Daniel qui l'a trompé, c'est elle qui ne doit pas s'occuper des enfants. C'est lui qui doit avoir la garde de ses enfants. Donne-moi ton avis en commentaire. En tout cas, les enfants sont envoyés en Allemagne où ils ne parlent ni l'anglais ni l'allemand et ils ont du mal à vivre dans ce pays, à sociabiliser normalement avec les autres enfants. Pour eux, c'est un choc des cultures et des civilisations, comme dirait l'autre. En tout cas, les 2 enfants, ils souffrent réellement de ce déménagement forcé. Donc, moi personnellement, j'aurais donné à André le droit de vivre avec ses enfants. Mais comme en 1982, je n'étais pas né et que je ne suis pas juge non plus, un accord entre les 2 ex-compagnons va être trouvé. Daniel Gonin accepte pour le bien de ses enfants de les ramener en France en septembre 1982. André Bamberski, il a certainement ouvert une bouteille de champagne pour fêter sa victoire, sans savoir qu'il ne reverrait malheureusement jamais sa fille Kalinka vivante. Le matin du 10 juillet 1982, une ambulance est appelée au domicile du docteur Crombach et de Daniel Gonin. Les ambulanciers savent que c'est un médecin qui les a appelés pour sa belle-fille et ils s'attendent à trouver une jeune fille en pleurs, une adolescente dévorée par la douleur, mais quand ils rentrent dans la chambre de Kalinka, c'est une chambre d'adolescent normale, mais ils ont devant elle une enfant qui est allongée sur le lit et qui est immobile et qui a la bouche ouverte, le regard vide et même la peau, elle a changé de couleur, elle est un peu de la même couleur que la cire. Et il ne faut que quelques secondes aux ambulanciers pour comprendre que la fillette est morte. Quand les ambulanciers se rapprochent, ils remarquent que Kalinka elle a le visage tout bleu. Et c'est là où rentre en scène le docteur Dieter Crombach, qui a une explication pour tout. J'ai tenté de la sauver en lui faisant 2 injections, mais je pense qu'elle s'est étouffée dans son propre vomi. Les secouristes, ils acceptent sans broncher la déclaration du médecin et ils partent pour laisser la place aux policiers qui sont accompagnés d'un interne et sont accompagnés aussi d'un cardiologue. Face aux 2 médecins qui viennent d'arriver, le docteur Crombach leur raconte ce qu'il s'est passé. L'adolescente avait fait un malaise la nuit d'avant, donc il lui a fait une piqûre à base de fer. Ensuite, le soir, elle n'arrivait pas à dormir, du coup il lui a injecté un sédatif et le matin vers 10 heures, quand il est venu dans la chambre la voir, elle était déjà morte. Et pour la sauver, dans la panique, il lui a injecté 2 médicaments directement dans le cœur et un dans la jambe. Normalement, dans les décès douteux, la police judiciaire est appelée et on essaie de comprendre ce qui s'est un peu passé, quel produit a été injecté. Mais là, comme c'est le docteur Crombach, il est convaincu et il est convaincant. Les 2 médecins en face de lui avalent son histoire et puis en face d'eux, le docteur Crombach, c'est pas n'importe qui. C'est pour eux un cardiologue expérimenté, réputé, digne de confiance, donc ils expédient le corps directement à la morgue sans se poser de questions. Et c'est déjà bizarre cette situation parce que on a une fille qui est malade, on a une fille qui a un problème la nuit, on vient la voir à 8 heures, on vient la voir à 7 heures quand on a des enfants. On vient pas voir son enfant à 10 heures du matin. Si vous avez une adolescente demain qui est malade, je pense pas que vous venez la voir à 10 heures. Vous venez la voir à 7 heures, à 6 heures, potentiellement à 8 heures. Allez, pour les plus dormeurs d'entre vous, 9 heures. Et vous allez voir que l'histoire, elle est encore plus bizarre que ça. Perdre un enfant, c'est dur. Mais perdre un enfant subitement, du jour au lendemain, ça l'est encore plus. Et pour André, qui venait d'ouvrir une bouteille de champagne, la douleur, elle est extrême. Et c'est peut-être grâce à lui que le parquet de Compton ordonne une autopsie sur le corps sans vie de Kalinka. L'autopsie est réalisée par 2 médecins légistes de l'hôpital municipal de Memmingen. J'ai vraiment du mal avec ces noms allemands. L'autopsie elle est réalisée le 12 juillet 1982, soit 2 jours après le décès. Le rapport d'autopsie sur le cadavre de sa fille changera la vie d'André Bamberski à tout jamais. Pour les médecins légistes, tout est étrange dans cette affaire et surtout les choix qu'a fait le docteur Dieter Crombach. Premièrement, Kalinka est morte entre 3h et 4h du matin. Ça explique l'état du cadavre retrouvé par les secouristes à 10h du matin.
Et les choix des médicaments utilisés par le docteur Krombacher sur le cadavre de sa belle-fille, cette jeune adolescente de 14 ans, sont tout aussi étranges. Et encore plus, les endroits d'injection de ces médicaments le sont tout autant. Je veux dire, injectés dans le cœur et dans la jambe, les médecins légistes, ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Et ils comprennent pas non plus l'usage des médicaments. Pourquoi ces médicaments-là? Et en plus, le fait de retrouver cette fille à 10 heures du matin alors qu'elle est morte à 3 heures, ça veut dire qu'ils l'auraient laissée toute la nuit comme ça. Je sais pas, ils se sont pas inquiétés. Moi, je trouve ça bizarre, personnellement. Puis si le docteur Krombacher il avait retrouvé à 10 heures du matin le cadavre de sa belle-fille morte depuis déjà quelques heures, pourquoi essayer d'utiliser des médicaments pour la réanimer? C'est un médecin. Il voit à travers les yeux que l'œil est dilaté, que le cerveau ne fonctionne plus. Ça sert à rien d'injecter des produits dans le cœur ou dans les jambes. Sinon, sinon à chaque fois qu'il y aura un cadavre, on prendrait une piqûre et on la planterait dans le cœur le plus vite possible. Alors, vous allez voir que la piste qu'ont donné les autorités, elle arrange quand même vachement le docteur. En tout cas, les médecins légistes, dans le rapport, ils vont noter aussi, dans le rapport d'autopsie, que le docteur Krombacher, il est venu les voir directement après l'autopsie et il a voulu leur parler. Et déjà, ça, c'est bizarre, tu vois, qu'un médecin, il vienne leur parler directement et le docteur Krombacher, il leur dit que la mort était peut-être due à une trop forte exposition au soleil, parce que sa belle-fille, elle avait passé sa journée la veille à faire de la voile. Mais pour les médecins légistes, docteur Krombacher, il raconte n'importe quoi. Mourir d'une exposition au soleil. Même les médecins légistes, ils se disent c'est bizarre quand même. Les médecins légistes vont aussi retrouver une injection à base de fer. Et quand les policiers vont interroger le docteur Krombacher pour cette injection, il a réponse à tout. La petite voulait plus de bronzage, du coup je lui ai administré un peu de fer pour qu'elle bronze un peu plus. Pour les policiers, un mensonge comme ça passe. Ça peut potentiellement passer. On va pas dire que ça passe, ça peut potentiellement passer. Mais pour tous les autres médecins, ça serait une insulte à la médecine moderne. Mais c'est pas ces éléments dans le rapport d'autopsie qui vont faire tomber de sa chaise André Bamberski, le père de Kalinka, la petite fille de 14 ans qui vient de mourir. Les médecins légistes vont retrouver une déchirure sur les parties intimes de Kalinka d'environ 1 cm, comme si quelqu'un avait forcé l'entrée de quelque chose dans le corps de la gamine. En tout cas, aucun médecin légiste ne parlera d'abus sur le corps de Kalinka ce jour-là. Une seconde autopsie sera faite, cette fois-ci par 3 médecins légistes, autres que les 2 premiers, mais même eux n'arriveront pas à déterminer les causes exactes de la mort de la gamine. Et pour André, les causes exactes, elles sont toutes trouvées déjà. Il n'a pas besoin d'être médecin pour comprendre que le docteur Dieter, après lui avoir volé sa femme, a abusé de sa fille, et potentiellement, pour s'en débarrasser, il lui a injecté des substances que seul un médecin peut connaître, et il l'a tuée dans le plus grand des silences et dans le plus grand des calmes, parce qu'il avait peur peut-être qu'elle raconte ce que le docteur lui a fait subir. Mais coup de tonnerre, le 17 août 1982, le procureur clôture l'affaire. Même s'il y a des incohérences, même s'il y a des mystères, il part du principe que le docteur Krombacher est innocent. Et qu'il a été dépassé par la situation à 10 heures du matin, quand il a vu sa sa belle-fille, en train de mourir. Il a agi sous la panique devant le cadavre de sa belle-fille et il lui a injecté n'importe quoi. Donc il ferme le dossier et le docteur est à 100% innocenté. La mère de Kalinka accepte sans sourciller le jugement et croit en l'innocence complète et totale de son mari. Peut-être que l'amour rend aveugle. En tout cas, pour elle, l'histoire est close. Mais pour André, le père de Kalinka, ça ne passe pas. Surtout que pour lui, la justice allemande n'a pas pris en compte le passé du docteur Krombacher. Comme quoi sa première femme est décédée de manière assez étrange, surtout que lui aime beaucoup les jeunes filles. Il y a une déchirure d'1 centimètre sur les parties intimes de la gamine. Là va commencer une série judiciaire interminable entre 2 hommes, le docteur Krombacher et le père de Kalinka, André Bamberski. Pour le docteur, l'affaire est classée. Lui, il se dit innocent, la justice a tranché, c'est fini, mais pour André, qui a perdu sa fille, c'est pas fini. Et ça ne le sera que quand le docteur sera en prison. Comme Kalinka est enterré en France, André demande une autre autopsie sur le corps de sa fille. Cette fois-ci, l'autopsie sera faite par des médecins français qui seront peut-être plus compétents que des médecins allemands. C'est peut-être mon côté nationaliste qui parle, mais en tout cas, en faisant ça, le but d'André, c'est de mieux comprendre pourquoi sa fille avait une déchirure sur les parties intimes, mais aussi comprendre ce qu'il s'est passé. Pourquoi tel usage de produit, pourquoi elle est morte à cet instant-là. Lui, par rapport aux 2 premières autopsies, il n'a aucune réponse. On lui dit juste, voilà, on a trouvé votre fille, à 10 heures du matin, elle était morte,
à 3 heures du matin et on l'a retrouvé à 10. C'est tout. En plein hiver, le 4 décembre 1985, le corps de Kalinka est déterré pour effectuer une dernière autopsie. Cette fois-ci, plus poussée sur les parties intimes de Kalinka. Mais quand les médecins découvrent le cadavre de Kalinka qui est posé sur la table d'opération, surprise générale. Il y a tout, sauf les organes génitaux. Ils ont disparu comme par magie. Alors, il y a plusieurs bruits de couloir concernant l'absence de ces organes. Le premier, c'est que les organes génitaux de la gamine se sont tout simplement décomposés. Ça fait 3 ans qu'elle est morte, donc bon, potentiellement, voilà. Mais il y a d'autres personnes, y compris en Allemagne, qui vont dire que les organes génitaux, ils ont été volontairement retirés. Et ça ajoute encore plus de mystère à l'affaire, parce qu'il n'y a aucune réponse. J'aurais aimé vous dire non, c'est telle ou telle réponse, mais c'est pas le cas. Moi-même, j'ai pas les réponses. L'affaire en reste là, mais c'est pas sans compter la détermination d'André Bemberski. Il va trouver une parade législative dans le droit français du fait que tout crime commis contre un citoyen français, n'importe où dans le monde, peut être poursuivi en France. Il va donc porter plainte en 1990 contre le docteur Dieter Krombach, qui alors exerce en Autriche. Quand Dieter Krombach reçoit la convocation du tribunal d'assises de la Cour de Paris, on imagine sa tête. Lui-même se dit que ça finira jamais. Surtout qu'en Allemagne, il a eu quelques problèmes avec la justice entre-temps parce qu'il avait touché des femmes qui venaient à son cabinet. Et plus encore que les toucher, il les droguait pour ensuite les toucher et abuser d'elles. En tout cas, pour lui, hors de question de se présenter devant les juges parisiens. L'affaire, elle a été classée en Allemagne. Pour lui, c'est fini. Il envoie 2 avocats le défendre d'un potentiel crime où il a été innocenté en Allemagne. La justice française, elle prend du temps. Surtout pour des affaires aussi complexes qui ont eu lieu dans un autre pays. Le 5 juin 1993, la plaidoirie des 2 avocats du docteur est jugée non recevable. Et pour le parquet parisien, le fait que le docteur Krombach ne se déplace pas en personne à Paris, c'est très mal vu. Et ça va pas du tout jouer en sa faveur. Le docteur Dieter Krombach, il sera donc condamné à Paris le 9 mars 1995 à 15 ans de prison ferme. Et c'est incroyable parce que je vous dis ça en quelques phrases, mais je vous présente un parcours, un combat judiciaire de plusieurs années. On part de 1990 à 1995. En tout cas, le 9 mars 1995, il est condamné à 15 ans de prison ferme, plus à une somme d'environ 50 000 francs à payer en dédommagement à André Bemberski pour le meurtre de Kalinka. Face à cette décision, le docteur Krombach ne va pas chômer. Il contacte la Cour européenne de justice qui fait pression sur le tribunal de Paris en disant au juge Monsieur Krombach a aussi le droit d'être entendu dans cette affaire. Et on ne condamne pas quelqu'un à 15 ans de prison parce qu'il ne s'est pas présenté au tribunal. Le temps passe extrêmement vite. On est déjà en 2017 et malheureusement pour André Bemberski, le docteur est toujours un citoyen libre. Et en plus, il est en Autriche et l'Autriche refuse de l'extrader. Vous voyez comment l'affaire devient compliquée. Mais André, lui, c'est un gagnant aussi. Et il va lui rendre la vie tellement dur si vous saviez. Il va devant l'école de la fille du docteur pour dire aux autres parents de faire attention à ce docteur qui aime un peu trop les enfants. Il ramène des équipes de télévision françaises au domicile du docteur pour l'accuser et parler du meurtre présumé de sa fille. Et André ne lâche tellement pas le morceau, à tel point que le docteur Krombach il pense à partir vivre en Afrique de l'Ouest. Au moins là-bas, il est sûr qu'André va le laisser tranquille. Il faut quand même partir en Afrique pour se sauver d'André. Il y a aussi un élément qui est important, c'est qu'en 2015, pour le meurtre de Kalinka, il y aura prescription. C'est donc tout bénef pour le docteur Krombach de partir vivre ailleurs. Et le docteur ne le sait pas, mais il ne reverra jamais l'Afrique du reste de sa vie. Le 18 septembre 2009, en Allemagne, un homme toque à la porte de la maison du docteur Krombach. C'est le docteur qui ouvre la porte et à peine il a ouvert la porte, il y a 3 hommes qui lui sautent dessus. Ils le prennent, ils le jettent dans une voiture. Et le docteur Krombach, jusque-là, il ne sait pas où il va. Il sait pas qui le kidnappe, il connaît pas ces hommes-là, il a peur, on lui parle méchamment, et il dit à ces hommes-là, vous m'emmenez où? Personne lui répond. Vous m'emmenez où? Personne lui répond. Et il regarde, parce qu'il lui bande pas les yeux, mais il regarde, et il voit qu'il part, direction Paris, où le docteur est jeté hors de la voiture, le corps ligoté, devant le palais de justice. Lui qui ne voulait pas se présenter devant la justice française a été emmené de force devant les portes du tribunal. Lorsque la police se demande qui aurait pu bien engager 3 délinquants pour kidnapper un docteur allemand, le nom d'André Bemberski est sur toutes les lèvres. On l'accuse et c'est un citoyen honnête, il passe immédiatement aux aveux, il explique aux policiers qu'il voulait la justice pour sa fille et qu'il n'avait d'autre choix que d'engager
d'embaucher 3 délinquants et de les payer pour qu'ils ramènent vivant le docteur Krombacher. Et les policiers, face à cet homme qui a perdu sa fille il y a très longtemps et qui cherche encore justice, ils ont une forme de respect. Et ils savent tellement que cet homme-là, il est honnête, en fait, ils décident de le laisser partir. Et il sait qu'André Bemberski va pas se sauver. Contrairement au docteur Dieter Krombacher qui va retourner dans un autre pays si on le laisse partir. En tout cas, André, il est relâché le jour même et il viendra à son procès. Il le sait. Il le viendra parce qu'il est là dans une quête de revanche pour sa fille et non pas dans une quête de fuite ou dans un délit, on va dire, à son avantage. En Allemagne, face à cet enlèvement, ça gronde. Les politiciens demandent à l'État français de libérer et de renvoyer en Allemagne le docteur. C'est une méthode de mafieux, c'est indigne de la France, c'est indigne des autorités françaises. Ramener le docteur en Allemagne. Voilà. Il se présentera s'il le veut, mais on ne fait pas comme ça. Bizarrement, les autorités françaises refusent. Peut-être c'est une autre époque, je ne sais pas, mais en tout cas, la France a refusé. Il est là. Le procès va s'ouvrir. Et le procès, il s'ouvre le 29 mars 2011. Il est reporté, il s'ouvre définitivement et le verdict sera délivré le 22 octobre 2011. Beaucoup de femmes viendront témoigner des abus subis par le docteur, qu'il les droguait pour abuser d'elles, qu'il y essayait de les draguer. On avait en fait face à nous un véritable obsédé. Quelqu'un qui était obsédé par par tout ce qui touche à la... Je vais pas dire le mot parce que il était trop... C'était trop en fait et il est certainement le tueur de Kalinka. C'est quasiment sûr quand on voit tout ce que les femmes elles ont raconté, tout ce qu'il faisait. C'est quelqu'un qui s'arrêtait jamais, c'est quelqu'un qui utilisait des substances pour les endormir, pour les droguer. C'est quelqu'un qui leur proposait des choses obscènes. On avait un monstre en fait en face de nous. En tout cas, cette fois-ci, il n'échappera pas à la justice parce qu'il est en France et il sera condamné à la prison ferme mais ne passera que 9 années en prison. Il sera libéré le 21 février 2020 à l'âge de 84 ans et il décédera la même année. Pour André Bemberski, c'est une victoire. Lui qui aura toujours cru pendant des dizaines et des dizaines d'années à la culpabilité du docteur Dieter Krombacher. Et peut-être que si on avait écouté cet homme-là, dès le début de l'histoire, dès le début de l'enquête, peut-être que si un policier l'avait interrogé en Allemagne, le fait d'entendre ce qu'avait à dire cet homme-là qui avait fait des recherches, qui était sûr de la culpabilité de ce docteur, peut-être que grâce à André Bemberski, on aurait évité des dizaines et des dizaines de femmes qui ont été abusées par ce docteur. On aurait peut-être pu mettre en prison ce monstre tout de suite. Mais malheureusement, personne n'a donné la parole à ce père de famille. Il s'est battu tout seul, il a même bravé les lois en engageant 3 délinquants. En tout cas, l'histoire lui aura donné raison. Il avait face à lui un gagnant et finalement, c'est André Bemberski qui a gagné.